Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier bloc de matière pour la session. Donc, on commence notre dernier bloc avant l'examen final avec l'étude de la dérivée première. Qu'est-ce que c'est que l'étude de la dérivée première? On va voir un peu à quoi cette dérivée première, cette première dérivée-là peut nous servir. Pour bien comprendre, regardons le graphique suivant. Dans ce graphique, on peut voir, par exemple, dans la première partie ici, que ma fonction, elle est décroissante. Mais si je traçais des tangentes dans cette partie-là, qu'est-ce que je pourrais me rendre compte? C'est que la pente de toutes ces tangentes-là est toujours négative. Si je vais voir un peu plus loin, par exemple ici, j'ai une section où ma fonction elle est croissante. Et cette fois-ci, si je traçais des tangentes à ma courbe, je me rendrais compte que la pente de la tangente est toujours positive. Donc, on voit un lien entre la croissance et la décroissance d'une fonction versus la pente de la tangente. Et la pente de la tangente, c'est la dérivée. Donc, le signe de la dérivée va m'indiquer si ma fonction de départ est croissante ou décroissante. Comment on pourrait expliquer ça? Bien, voici. Si ma dérivée est plus grande que 0, donc si ma dérivée est positive, mais comme on vient de le voir, ça veut dire que ma fonction, elle, va être croissante. Par contre, si ma dérivée est plus petite que 0, est négative, ça va vouloir dire que ma fonction est décroissante. Donc, le signe de la dérivée m'indique la croissance ou la décroissance de cette fonction. Je retourne voir sur mon graphique et je me demande qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement de croissance. Alors, on peut remarquer, je vais changer mon marqueur de couleur, on peut remarquer que ici ma fonction est décroissante et ensuite ma fonction est croissante. Au sommet, dans le changement de croissance, qu'est-ce qu'il y a? Bien, il y aurait une tangente dont la pente serait nulle. Même chose un peu plus haut. Ici, on a un changement de croissance. Et si je traçais la tangente au changement, ça serait une pente de 0. Par contre, je vais effacer un petit peu ici pour qu'on voit bien. J'ai ici un changement de croissance, parce que c'est croissant et ensuite décroissant. Mais là, j'ai un pic. Quand j'ai un pic, je ne peux pas vraiment savoir comment serait ma tangente. Serait-tu horizontale? Elle aurait-tu un certain angle d'un côté, de l'autre? On ne le sait pas. Et quand il y a un pic, on a déjà vu au dernier chapitre, que la dérivée n'existait pas. Donc, quand on a un changement de croissance, que ça passe de croissant à décroissant ou de décroissant à croissant, ou bien j'ai une tangente de pente nulle, ou j'ai une tangente qui n'existe pas. Si je traduis ça en dérivée, ou bien j'ai une dérivée égale à 0, ou bien j'ai une dérivée qui n'existe pas. Donc, on disait que quand j'avais une dérivée positive, c'était croissant, une dérivée négative, c'était décroissant. Qu'est-ce qui se passe au changement de croissance? Bon, au changement de croissance, on a ou bien une dérivée qui est égale à 0, ou bien une dérivée qui n'existe pas. C'est ce qu'on va appeler les valeurs critiques de ma dérivée. Donc, comment on fait pour déterminer les intervalles de croissance et de décroissance d'une fonction? Bien, première étape, on va trouver notre domaine. Pourquoi c'est important de trouver notre domaine? C'est que si on n'a pas notre domaine, on ne sait pas où est-ce que la fonction existe. Donc, il faut qu'on sache que la fonction existe pour pouvoir dire si elle est croissante ou décroissante. Deuxième étape, on va trouver notre dérivée. Ce qui va nous permettre, en troisième étape, de trouver les valeurs critiques de la dérivée. C'est quoi nos valeurs critiques? C'est quand la dérivée est égale à 0 ou quand la dérivée n'existe pas. D'où l'importance de ce qu'on fait depuis le début de la session, d'essayer de factoriser notre dérivée, parce que ça va être beaucoup plus facile de trouver nos valeurs critiques. Quatrième étape, on va faire le tableau des signes. Je vais vous expliquer dans l'exemple comment on fait ça. Et finalement, conclure, bien répondre à la question. Donc, ces 5 étapes-là sont très importantes. C'est les 5 étapes de ce qu'on appelle l'étude de la dérivée première. Par exemple, si je veux étudier la croissance de la fonction y égale x3 plus x2 moins 8x moins 1, puis on va même essayer de trouver les valeurs des maximums et des minimums de cette fonction-là si elles existent. Donc, première étape, on a dit qu'il fallait trouver le domaine. Ici, je n'ai pas de dénominateur, je n'ai pas de racine d'un dispère, je n'ai pas de log. Donc, mon domaine serait tous les nombres réels. Deuxième étape, il faut faire la dérivée. Donc, f' de x ici, si je fais ma dérivée, ça va me donner 3x2
plus 2x moins 8. Bien que j'ai dérivé, pour être capable éventuellement de trouver les valeurs critiques de ma dérivée, ce serait bien que je sois capable de factoriser. Donc, je peux essayer de faire ça avec produit-somme. Je cherche deux nombres dont le produit serait égal à 3 fois moins 8, donc à moins 24, et dont la somme serait égale à 2. Donc, j'aurai les nombres 6 et moins 4. Ce qui veut dire que je vais transformer le terme du milieu en plus 6x moins 4x. Pour pouvoir faire une double mise en évidence, je peux mettre 3x en évidence, il va me rester x plus 2. Je peux mettre moins 4 en évidence, il va me rester x plus 2. Ce qui fait que je vais avoir 3x moins 4 fois x fois x, j'ai dit plus 2 ici, fois x plus 2. Troisième étape, les valeurs critiques. Valeurs critiques, on a dit que c'était quand la fonction était égale à quand la dérivée était égale à 0, quand elle n'existait pas. Elle n'existerait pas s'il y avait un dénominateur qui est égal à 0. Ici, c'est 1 partout le dénominateur. Donc, on a deux valeurs critiques ici. Les valeurs qui annulent. Donc, j'en ai une à moins 2 et une à 4 tiers. Ce sont mes deux valeurs critiques. Quatrième étape, on fait notre tableau des signes. Notre tableau des signes, j'ai déjà fait la base ici. Dans le fond, j'ai une première ligne qui se trouve à représenter les valeurs de x. J'ai une deuxième ligne qui va se trouver à représenter les valeurs de la dérivée. Et j'ai une troisième ligne qui va se trouver à me dire qu'est-ce qui se passe avec ma fonction. Pour mes colonnes, dans le fond, je me mets une petite colonne vis-à-vis chacune des valeurs critiques. Donc ici, j'ai une première valeur critique à moins 2 et j'ai une deuxième valeur critique à 4 tiers. Entre chacune de ces valeurs critiques-là, je me trouve à avoir un intervalle. Donc, je ne l'écris pas nécessairement, mais la première case ici, la première case ici, c'est comme dire qu'on part de moins l'infini et qu'on se rend jusqu'à moins 2. Fait que là, je vais l'indiquer pour une première fois, mais normalement, je ne le marque pas dans le tableau. C'est de moins l'infini aller jusqu'à moins 2, mais toujours avec les bornes ouvertes. Donc, la case du milieu, ce serait comme aller de moins 2 à aller à 4 tiers. Et la dernière, ce serait comme aller de 4 tiers à l'infini. Donc, c'est un peu comme si ma première ligne représentait ma droite des réels, un peu comme on faisait avec des points et notre droite des réels au début de la session, mais là, on met ça dans un tableau. Dans ma deuxième ligne, je suis vis-à-vis la dérivée. Donc, je vais les mettre vis-à-vis mes valeurs critiques. Qu'est-ce que ça vaut? On a dit que quand x valait moins 2, ça valait 0. Donc, je vais avoir un 0 dans ma dérivée quand x vaut moins 2. Et j'avais un 0 dans ma dérivée quand x vaut 4 tiers. Parfois, il va y avoir des n'existe pas qui vont être là. À ce moment-là, je vais mettre le symbole n'existe pas. Et si jamais il y avait une valeur qui ne faisait pas partie de mon domaine, à ce moment-là, j'assurerais toute la colonne au lieu de marquer un 0 ou un n'existe pas. Ensuite, dans les trois intervalles de ma dérivée première, je vais aller essayer une valeur pour voir le signe que ça me donne. Fait qu'une valeur plus petite que moins 2, je pourrais prendre moins 10. Alors, si avec moins 10, je vais avoir dans ma fonction dérivée, 3 fois moins 10 moins 4, ça va me faire un nombre négatif. Moins 10 plus 2, ça va me faire un nombre négatif. Un négatif par un négatif, ça va me faire un nombre positif. Si je vais voir entre moins 2 et 4 tiers, mettons que je prends 0, 3 fois 0 moins 4, c'est négatif, mais 0 plus 2, c'est positif. 1 moins par 1 plus, ça fait 1 moins. Et si je vais voir une valeur plus grande que 4 tiers, mettons que je prends 10, 3 fois 10, 30 moins 4, positif. 10 plus 2, positif. 1 plus par 1 plus, ça me donne 1 plus. Qu'est-ce que je peux dire? Bien, dans ma fonction, je me sers de ma ligne de dérivée pour voir qu'est-ce que je peux conclure de ma fonction. Dans le premier intervalle, comme ma dérivée était positive, bien, je peux dire que ma fonction, elle est croissante. Une flèche en diagonale d'en bas à gauche, en haut à droite, je vais la refaire parce qu'elle soit plus belle, veut dire que c'est croissant. Donc ici, j'ai une fonction qui est croissante. Entre moins 2 et 4 tiers, ma dérivée est négative, donc ma fonction est décroissante. Et entre 4 tiers et l'infini, ma dérivée est positive, donc ma fonction est croissante. Si je regarde à moins 2, avant moins 2, j'étais croissant. Après moins 2, je suis décroissant. Donc, entre les deux intervalles, à moins 2, je vais avoir un max.
À 4 tiers, bien, avant 4 tiers, c'est décroissant. Après 4 tiers, c'est croissant. Donc, à 4 tiers, je vais avoir un min. C'est comme ça que je fais mon tableau des signes. Cinquième étape, bien, il faut que je conclue. Bien, je pourrais dire à ce moment-là que j'ai comme intervalle de croissance, cinquième étape, intervalle de croissance serait de moins l'infini à moins 2, puis j'en aurai un autre de 4 tiers à l'infini. Je mets toujours les intervalles de croissance avec des bornes ouvertes. Parce que quand je suis à moins 2 puis quand je suis à 4 tiers, je ne suis plus en train de croître ou en train de décroître, je suis au sommet. Donc, les intervalles de croissance et de décroissance sont toujours ouverts. Intervalle de décroissance. Donc, ça veut dire que ma fonction est décroissante entre moins 2 et 4 tiers. Fait que si j'ai marqué intervalle de croissance, intervalle de décroissance, c'est bien correct. Ou j'aurais pu dire f de x est croissante, f de x est décroissante, ça veut dire la même chose. Et je pourrais aussi rajouter que j'ai un max quand x vaut moins 2. Et ça serait intéressant d'aller trouver c'est quoi la coordonnée y du max. Mais pour trouver la coordonnée y, il faut que j'aille remplacer dans y, pas dans y'. Donc, moins 2 à la 3, ça fait moins 8. Moins 2 à la 2, ça fait plus 4. Moins 2 fois moins 8, ça fait plus 16. Moins 1, donc ça fait 8 plus 3, ça ferait 11. Donc, j'aurais un maximum au point moins 2, 11. Et j'aurais un minimum au point 4 tiers. Et la coordonnée y, il faudrait que j'aie remplacé le 4 tiers dans ma fonction de départ. Je n'ai pas ma calculatrice avec moi, là, mais vous comprenez que j'ai juste à les remplacer dans y. Ce maximum-là et ce minimum-là, c'est ce qu'on appelle des maximums et des minimums relatifs. Quand on ne dit rien, ça veut toujours dire que c'est un minimum ou un maximum relatif. Donc, ça veut dire que si je traçais une petite boule dans ma fonction autour du point moins 2, 11, bien, moins 2, 11, ça serait le point le plus haut dans cet intervalle-là. On va parler parfois aussi du maximum et du minimum absolu. À ce moment-là, il faut les voir partout dans ma fonction. Est-ce que c'est le point le plus haut? Ici, ça ne serait pas un maximum absolu. Pourquoi? Parce que ma fonction, à droite, elle croît et elle croît tout le temps. Elle va se rendre jusqu'à l'infini. Donc, j'ai toujours des points de plus en plus haut. Même chose pour le min. Au début, ma fonction, elle arrive de très, très bas de l'autre côté. Donc, ça ne serait pas un min absolu non plus. Donc, les relatifs, c'est ceux qu'on trouve directement dans notre tableau. Pour les absolus, mais il faut qu'on aille voir tous les maximums, tous les minimums et les extrémités de mon intervalle pour savoir ce qu'il y en est. Donc, petite remarque pour conclure, toujours mettre les intervalles ouverts, on l'a dit tantôt. Quand je suis rendu au sommet d'une montagne, je ne suis plus en train de monter. Il faut assurer les colonnes lorsque la valeur est exclue du domaine. Donc, si je reviens à mon exemple, supposons, ce n'est pas le cas, mais que mon domaine, ça leur a été les réels sauf moins 2. Bien, à ce moment-là, en commençant mon tableau, dès que j'aurais mis mon moins 2, en dessous du moins 2, j'aurais tout assuré parce que ça ne fait pas partie du domaine. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dérivée première, il n'y a pas de fonction, il n'y a rien. Donc, assurer les colonnes lorsqu'ils sont exclus du domaine. Extrêmement absolu, on dit que x est égal à a est un maximum absolu si la valeur de y du a, c'est la plus grande pour tout le domaine. C'est pour ça qu'il faut que j'aille vérifier avec tous les autres maximums et avec les extrémités de mon intervalle. Et même principe pour les minimums absolus. Ça fait beaucoup de choses la première fois quand on veut faire l'étude de notre dérivée première, sauf que vous allez voir que ça devient